Aujourd'hui, nous recevons un couple d'expatriés britanniques qui se sont rencontrés en Espagne et ont lancé ensemble une activité sur Amazon qui devrait rapporter environ 2 millions de dollars cette année. Nous allons parler de certaines de leurs stratégies uniques, comme le fait de s'approvisionner en produits aux États-Unis. C'est cool, non? Plutôt cool, je pense. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Serious Sellers d'Helium 10. Je suis votre hôte, Bradley Sutton, et cette émission est une conversation organique, non scénarisée et non répétée sur les stratégies sérieuses ou les vendeurs sérieux, quel que soit leur niveau, dans le monde du commerce électronique. Aujourd'hui, comme nous l'avons fait dernièrement, nous commençons par une stratégie sérieuse pour les vendeurs sérieux. Une petite chose que je voudrais vous montrer ici dans Magnette, c'est que vous pouvez entrer n'importe quel mot-clé et obtenir une liste de mots-clés de longue traîne qui ont ce mot-clé comme racine. Par exemple, ici, je peux entrer décor gothique dans Magnette et une fois que j'ai obtenu ces résultats de milliers de mots-clés, je veux aller de l'avant et filtrer les mots-clés intelligents. Maintenant, Smart Complete va me donner tous les mots-clés à correspondance large qui pourraient potentiellement apparaître dans une phrase ou une campagne large pour le PPC. Mais maintenant, j'ai 151 mots-clés à longue traîne de décor gothique qui sont des correspondances PPC potentielles ou des choses que je pourrais utiliser dans ma liste. Veillez donc à utiliser Magnette. Pour plus d'informations, rendez-vous sur htn.me/magnet. Nous avons maintenant un couple de vendeurs. L'un d'entre vous a-t-il déjà participé au podcast? Pour la première fois. C'est la première fois. Alex, quoi? Vous venez de me dire que vous êtes originaire du Royaume-Uni, mais que vous vivez tous les deux en Espagne maintenant. Oui, nous sommes des expatriés. Nous sommes arrivés ici il y a environ 8 ans. En fait, nous nous sommes rencontrés ici, nous sommes venus séparément, puis nous nous sommes rencontrés ici et nous avons partagé une sorte de passion pour les affaires. Et nous sommes devenus des partenaires commerciaux. Et puis, oui, c'est difficile de partir. Une fois que vous avez quitté le Royaume-Uni et que vous avez un ciel bleu tous les jours, il est difficile d'y retourner. Même si vous pouvez voir notre teint, nous ne sommes pas tout à fait faits pour l'Espagne, pour être honnête, mais on s'amuse bien. Vous vous connaissiez au Royaume-Uni? Non. Où êtes-vous né et où avez-vous grandi chacun de votre côté? D'où venez-vous? Je viens d'un endroit qui s'appelle Bath, dans le sud-ouest du Royaume-Uni. C'est une petite ville, c'est super sympa, mais une fois que vous partez et que vous allez dans un endroit un peu plus grand, j'ai un peu su que c'était destiné à de plus grandes choses. Alors oui, je suis parti et je suis venu ici. Avez-vous université dans cette région? Non, j'ai voyagé, j'ai vu le monde, puis j'y suis retourné pendant un certain temps et je me suis ennuyé. Alors je suis parti et je suis venu ici. J'en suis sorti et je suis venu ici. Vous? Et à propos de Comment vous, je viens d'un peu plus au nord. Je viens de Manchester, juste à côté de Manchester, oui. Je suis allé à l'université à Manchester, puis j'ai quitté le Royaume-Uni. Manchester City a connu des moments difficiles cette semaine. Je ne sais pas si cela vous intéresse. Ouais, c'est drôle parce qu'il y a quelques années, la personne ne parlait jamais de Manchester City. Quand j'allais à l'étranger ou n'importe où, on me disait Manchester United et maintenant c'est tout est Manchester City, mais oui. Les choses sont différentes. Les choses sont différentes maintenant. Et vous, tu as fait l'université? Oui, je l'ai fait. Je suis allé à l'université de Manchester. Oui, une vraie perte de temps. Je n'aurais pas dû le faire, mais j'ai étudié le marketing. Le marketing. OK, au moins c'est un moyen. Ce n'est pas comme si tu choisissais quelque chose comme la philosophie ou quelque chose de complètement inutile, tu sais. Et maintenant, vous êtes tous les deux indépendants, comme vous l'avez dit. Vous ne vous connaissez pas et vous vous dites, je veux aller en Espagne ou dans une petite ville. Dans une petite ville. J'avais l'habitude d'organiser des enterrements de vie de garçon quand j'étais au Royaume-Uni. Cela fait partie du travail, mais l'un des avantages est que l'on peut aller visiter les destinations que l'on vend. Je suis donc allé en Bulgarie, au Portugal, en Pologne, et je suis venu ici pour un voyage, comme un voyage de recherche. Et vous faites en quelque sorte un enterrement de vie de garçon avec les fournisseurs locaux. Et j'ai adoré ça. Sur le chemin du retour, dans l'avion, je me suis écrite une note pour me dire que j'avais déménagé à Barcelone. Et environ 6 mois plus tard, j'étais sur le point de repartir pour faire la même chose ici. D'accord. Maintenant, comment ça se passe pour quelqu'un qui vient du Royaume-Uni après le Brexit et tout le reste? Est-ce qu'il y a des choses différentes? Est-ce qu'on peut juste s'installer là-bas? Ou est-ce qu'il faut avoir une sorte de carte de résident? Comment ça marche? Est différent, en fait. Quand Tom et moi avons déménagé, on pouvait littéralement se présenter. Je suis arrivé avec un sac à dos et c'est tout. Je n'avais besoin de rien du tout. Mais maintenant, si vous voulez vous installer ici, vous devez, ils viennent juste de mettre en place un visa de nomade numérique qui, d'après ce que j'ai entendu, est plutôt bon en termes d'impôts et d'autres choses de ce genre. Ils ont donc rendu les choses un peu plus faciles, mais avant qu'ils ne l'introduisent, c'était vraiment difficile. Tom, quand tu as déménagé pour la première fois, il y avait cette entreprise d'enterrement de vie de garçon. Qu'est-ce que tu faisais pour gagner ta vie? Ou est-ce que tu avais un autre travail? Ou qu'est-ce qui se passait là-bas? Oui, j'organisais des enterrements de vie de garçons. Je ne l'ai pas dit à beaucoup de gens de la ville que j'ai rencontrés parce que les enterrements de vie de garçons et de jeunes filles sont assez ennuyeux. Et je suis sûr que la plupart des gens qui m'écoutent les ont vus dans la rue.
Je ne parlais donc pas de ce que je faisais dans la vie à beaucoup de gens que je rencontrais, mais j'avais l'impression de rendre service parce que je leur disais toujours d'aller là où nous n'allions pas. Ils allaient dans les zones touristiques et ouvraient ensuite une autre entreprise autour de cela. Un peu comme Takeshi's Castle ou Total Wipeout, qui est une émission de télévision très populaire, peut-être un peu comme American Ninja Warrior. Ouvrir le centre d'activité où il y a des jeux gonflables et où l'on se bat en costume de sumo et ce genre de choses. Tout se passait bien jusqu'à Covid et Covid l'a tué. Il a en quelque sorte tué l'entreprise. C'est à ce moment-là qu'Alex et moi nous sommes rejoints pendant le lockdown quand j'ai commencé à apprendre Amazon et que j'ai remplacé mon travail de 9 à 5 par celui-ci. J'ai beaucoup écouté ce podcast, beaucoup regardé YouTube, beaucoup regardé votre série et d'autres personnes. Et oui, depuis lors, je n'ai jamais cessé de travailler sur Amazon. D'accord. Quand vous dites que vous avez commencé Amazon, qu'est-ce que c'était en Espagne, au Royaume-Uni ou aux États-Unis? Ou bien, où était votre place de marché? Oui, c'est ça. J'ai commencé, je crois que c'était à la fin de l'année. Je crois que c'était à peu près à ce moment-là ou au début de l'année peut-être. J'ai commencé à vendre sur Amazon Espagne, ce qui, avec le recul, était probablement une erreur, mais j'étais un peu en retard. J'ai commencé à vendre sur Amazon Espagne, puis lorsque Tom et moi nous sommes associés, nous sommes passés au marché britannique. Nous avions une marque là-bas. Cela a plutôt bien marché, mais nous avons ensuite lancé un produit sur le marché américain qui a décollé et s'est transformé en la marque que nous avons aujourd'hui, qui réalise, oui, un chiffre d'affaires annuel de 7 chiffres. Maintenant, comment vous êtes-vous rencontrés à l'un des enterrements de vie de garçon? Ou comment cela, où sont vos gars, votre histoire d'origine de bromance, ici? Vous savez ce qui s'est passé en fait, c'était un peu, si les gens regardent ça, on nous demande souvent si nous sommes frères. Le type pour qui je travaillais avait un bar dans le centre-ville. Et ma petite amie travaillait derrière le bar, et Alex travaillait pour la société comme guide touristique occasionnel, je crois. Il est entré dans le bar, et elle a tout de suite pensé que c'était moi qui étais entré. Et puis je suis arrivé un peu plus tard, et je l'ai regardé de l'autre côté du bar, et je me suis dit, est-ce que ce type sait qu'il me ressemble beaucoup? C'est un peu bizarre. Et nous avons commencé à discuter. Nous avions des amis communs, et la communauté des expatriés est assez restreinte ici. Alors oui, j'ai commencé à socialiser avec lui. À Barcelone, quand on a une vingtaine d'années, c'est un peu comme si on était un enfant dans un magasin de bonbons. C'est un peu comme si vous étiez un enfant dans un magasin de bonbons. Il y a des options permanentes pour sortir, s'amuser et faire des fêtes tous les jours et d'autres choses. C'est ce que nous avons fait. Puis nous avons commencé à parler affaires. Alex m'a parlé, évidemment je lui ai parlé de mon entreprise de jeux gonflables, puis Alex m'a parlé d'Amazon et j'ai eu envie de m'y mettre. Je voulais une autre source de revenus. Et il était dans une position où je voulais développer la marque, mais où j'avais besoin d'aide pour la trésorerie. Je me suis dit que j'étais prêt à entrer dans le jeu. Je crois que nous sommes allés jouer au golf un jour et en chemin, je me suis dit que j'allais participer aujourd'hui. J'ai envie d'y aller. Et oui, c'est parti de là. Nous nous sommes associés. Nous avons failli lancer une marque de voyage juste avant Covid. OK, j'allais dire que ce n'était pas vraiment sur le point bon créneau pour se lancer pendant Covid. C'est vrai? Non, il s'agissait en fait d'oreillers de voyage. Nous avons fait fabriquer des échantillons. C'est à ce moment-là que nous ne savions pas vraiment ce que nous faisions. Et nous étions vraiment fixés là-dessus. Et puis oui, évidemment, quand Covid a frappé, nous n'avions heureusement pas encore commencé. Mais certaines des marques que nous envisagions à l'époque sont apparues sur mes publicités Instagram aujourd'hui. J'ai vu l'une de ces marques qui s'appelle Turtle. Elle est un peu partout en ce moment. Il venait juste de se lancer, je crois, quand nous les avons étudiés. Donc, nous aurions peut-être pu suivre la tempête et réussir, mais nous avons pris une autre direction. Et maintenant, nous sommes plutôt dans le secteur des animaux de compagnie aux États-Unis. Ah, le premier produit que vous avez créé, vous le vendez toujours aujourd'hui? Les mêmes? Non, nous ne le vendons plus. En fait, j'en ai un ici sur mon bureau quelque part. Le tout premier produit que nous avons lancé, enfin, je l'ai lancé en Espagne, était un portefeuille pour hommes. Voilà. Puis nous avons développé celui-ci. C'est le deuxième produit que nous avons lancé au Royaume-Uni. En fait, cela s'est très bien passé. Il a très bien marché. Puis, la cotation a été suspendue. Une sorte de revendication stupide liée à je ne sais pas quel matériau nous utilisons a été suspendue. C'est la première fois que nous avons eu un petit problème dans le processus d'inscription. Voyage, je suppose. Vous avez dit que vous aviez commencé à vendre ce produit en Espagne? Oui, d'abord en Espagne, puis quand je me suis associé à Tom, nous avons commencé à vendre au Royaume-Uni. Et que ce qui était prévu, probablement, c'est que nous nous sommes lancés au Royaume-Uni avec le portefeuille. Ensuite, nous nous sommes dit qu'il fallait financer la croissance de ce produit. Entre-temps, sur Helium 10, j'ai trouvé un produit aux États-Unis. Nous n'avions pas vraiment envisagé les États-Unis. Nous ne savions pas pourquoi. Parce que vous savez, nous ne touchons pas les produits, évidemment, la beauté d'Amazon étant à distance. Nous avons donc trouvé un produit qu'une seule autre personne vendait sur l'ensemble d'Amazon. Et nous avons vu cette liste. Nous nous sommes dit que nous pouvions certainement faire mieux que cela. Nous ne connaissions pas vraiment le créneau, mais nous avons fait quelques recherches. Nous avons commandé ce produit pour financer la croissance des portefeuilles, c'était l'idée. Puis,
Lorsque la liste des portefeuilles a connu des problèmes et qu'elle a été interdite pendant 8 semaines, le premier produit que nous avons lancé aux États-Unis dans l'autre niche a commencé à décoller. Nous nous sommes donc intéressés de près à ce créneau. Et l'opportunité était bien plus grande que nous ne le pensions. Ce produit se vend toujours aujourd'hui. Oui, il se vend depuis 3 ans et demi, sans interruption, et nous avons ajouté, je ne sais pas, une douzaine d'autres produits. Quelle a été l'année où vos ventes ont été les plus importantes? Quelle année et à combien s'élève-t-elle? L'année dernière, oui, l'année dernière, c'était environ 1,4 million. Je pense que nous avons fait 1/4 million la première année, environ 900 000 la deuxième année. L'année dernière, c'était 1/4 million. Et puis, je pense que cette année, nous serons plus de 2 cette année. En même temps, nous avons mis en place Donate FBA. Nous avons créé notre chaîne YouTube et notre réseau Twitter, entre autres. Nous avons également mis en place une sorte de cours de coaching et une communauté, ce qui a été très agréable. Mais il est évident que le fait de gérer 2 entreprises à la fois pose des problèmes. Nous cherchons donc à nous concentrer, à maximiser les 2 opportunités au cours des 2 prochaines années. Si vous atteignez 2 années sur Amazon, quel est le pourcentage des États-Unis par rapport aux autres places de marché? millions, 99%, je pense. Vous êtes donc en dehors du Royaume-Uni et de l'Espagne, en grande partie, et tout simplement dans le pays. Donc pourquoi cela? Quelqu'un pourrait penser que vous êtes en Europe et que vous devez profiter du fait d'être basé en Europe et que vous pourriez écraser le marché là-bas. Alors pourquoi 2 Européens se concentreraient-ils sur le marché des États-Unis? En fait, la marque d'animaux de compagnie que nous avons, il n'y a pas vraiment de demande en Europe pour cet animal en particulier. Il y a beaucoup de demandes sur le marché américain, mais pas au Royaume-Uni. Une fois que nous avons constaté le succès de ce produit, nous l'avons lancé sur le marché américain. Et nous avons aussi réalisé qu'en fait, qu'il était très facile de vendre sur le marché américain, même si l'on est basé en Europe. Il suffisait littéralement de créer un compte, de le relier et c'était parti. Une fois que nous avons constaté le succès de ce premier produit, nous avons dû prendre une décision. Allions-nous nous lancer à fond dans ce produit? Il est évident que nous ne disposions pas de fonds illimités à ce moment-là. Nous avons donc décidé d'écouler tout le stock de la marque Wallet au Royaume-Uni. Et nous avons pensé que l'opportunité était plus grande avec la marque Pet sur le marché américain. C'était donc le point essentiel. Nous avons vu une plus grande opportunité, mais je veux dire que nous avons vendu un peu sur le marché britannique, mais cela n'en valait finalement pas la peine parce que la demande était tout simplement trop faible. Et vous ne vous concentrez que sur Amazon? Avez-vous un site web TikTok Walmart? Oui, un peu de B2C. Nous nous sommes concentrés sur ce point au cours des 6 derniers mois environ. Nous avons écrit une cinquantaine, ou je dis bien nous avons écrit, nous avons acheté entre 50 et 100 articles de blog l'année dernière. Il s'agit donc d'un peu d'un jeu de référencement. Au cours des 2 dernières semaines, cela a vraiment commencé à porter ses fruits. Nous sommes maintenant en première page de Google pour un grand nombre de termes que nous avons ciblés. Nous obtenons donc une croissance B2C convenable et nous envisageons, en ce moment, de nous lancer dans des produits basés sur des abonnements. Ces blogs sont-ils liés à... Le lien renvoie-t-il à un site web ou à Amazon? Oui, notre site web pour l'instant. Nous avons également effectué un travail de rétrolien avec notre liste Amazon, qui a d'ailleurs assez bien fonctionné. C'est donc assez intéressant. Nous nous sommes assez bien classés grâce à cela. Et puis, oui, le plan est, pour cette année, comme les produits sur abonnement, qui évidemment s'abonnent et économisent sur Amazon, mais c'est aussi notre sorte de jeu DAC pour les 12 prochains mois, c'est d'être assez agressif là-dessus, de commencer à diffuser des méta-publicités. Nous travaillons en ce moment avec des partenaires influenceurs, ce qui a bien fonctionné. Nous avons quelques ambassadeurs de marque. Et oui, nous avons généré du trafic sur les 2 plateformes. Nous voulons gagner sur les 2, n'est-ce pas? Nous pensons que la marque est vraiment viable pour aller de DAC. Et nous avons en fait discuté aujourd'hui de la possibilité d'aller dans certains magasins de détail également. Il y a donc beaucoup d'options que nous pouvons faire avec une marque à l'heure actuelle. Bien sûr, il y a beaucoup de gens qui ont atteint 7 chiffres sur Amazon, mais il y a beaucoup plus de gens qui n'ont pas atteint ce montant. Alors, quelles sont les stratégies qui vous ont aidé à atteindre le niveau de vente que vous avez? Je pense que l'une des choses clés qui nous a toujours aidé, c'est une très haute qualité, une sorte d'image de marque. Je pense que nous avons une excellente marque, mais nous avons toujours eu les meilleurs listings dans notre niche. Et je pense que cela nous a donné un avantage. Je pense aussi que nous avons toujours fait un excellent travail pour comprendre le client. Je pense donc qu'il est possible de présenter le même produit à tous les clients. Je pense que vous pouvez présenter le même produit que d'autres personnes, mais si vous comprenez exactement ce que le client recherche, cela vous aide à vous démarquer de vos concurrents. Et cela me rappelle toujours, j'adorais votre projet X et j'adorais absolument l'étagère en forme de cercueil et ce genre de choses. Et je pense que vous avez montré dans cette série aussi le pouvoir d'avoir une bonne image de marque visuelle et de comprendre qui cherche ces produits et ce qui les intéresse. Et je pense que nous y sommes vraiment bien parvenus. Nous avons également mis en œuvre les principes fondamentaux
en essayant de bien gérer les stocks. Ce n'est pas le côté sexy d'Amazon, la chaîne d'approvisionnement, mais c'est très, très important. Et je pense que nous avons fait un excellent travail en gardant les produits en stock, en prévoyant les niveaux de stock et tout ça très bien, mais aussi en innovant avec les produits. Par exemple, l'année dernière, nous étions l'un des rares à proposer un produit personnalisé à nos clients qui ont mis sur le marché un produit personnalisé. Nous ne nous sommes donc pas contentés des produits habituels. Nous avons fait une petite personnalisation, mais pour le client final, c'était vraiment, vraiment utile. Et cela nous a permis de nous hisser au premier rang des vendeurs en période de pointe. Je pense donc que nous avons fait du bon travail en ce qui concerne les principes de base, comme l'image de marque, tout en gardant une longueur d'avance. Mais Laissez-moi vous interrompre. Dans quelle mesure le fait d'avoir une marque établie a-t-il joué un rôle? Auriez-vous pu faire ce que vous venez de dire comme votre premier produit, ou bien vous n'avez pu le faire que parce que vous aviez déjà une certaine notoriété et des clients existants, ou bien auriez-vous pu le faire dès le départ et avoir le même succès? Je pense qu'il est possible de le faire dès le départ. Je pense que nous avons certainement commis des erreurs et que nous aurions pu progresser beaucoup plus rapidement que nous ne l'avons fait. Je pense que tous les vendeurs Amazon font des erreurs. Nous nous sommes trompés. Nous avons mal calculé les dimensions de l'un des produits et cela nous a coûté environ 10 000 $ pendant 6 mois parce que nous nous sommes trompés dans le poids dimensionnel, ce que je ne referai plus jamais. C'est une chose que je ne ferai plus jamais. Ce fut une prise de conscience horrible et douloureuse lorsque nous avons fait cela. Mais Comment ça, vous vous êtes trompé? Par exemple, vous n'aviez pas la bonne taille de boîte, ou vous n'avez pas calculé les profits et les pertes correctement à l'avance, ou quoi? oui, en fait, le produit lui-même était assez grand, une boîte de taille décente. Et ma logique était, j'étais comme, oh, c'est super léger. Pour être honnête, je n'ai pas tenu compte du poids dimensionnel. Je me disais donc, oui, ce n'est pas grave que ce soit léger. Donc tu n'as pas utilisé le calculateur de rentabilité de la température de l'hélium qui, c'est ce que j'ai fait. Non, t'aurais j'ai dit décidé en de le d'autres faire. termes, ouais. Ouais, je l'ai stupidement ignoré à l'époque. Et puis, oui, c'est arrivé et les frais ont bouffé toute la marge. C'est l'une de ces choses où vous êtes au début de votre activité, vous êtes un peu naïf et nous nous sommes dit, non, nous allons quand même faire en sorte que ça marche, tout ira bien. Et puis les chiffres ne mentent pas. Je veux dire que ce que je dirais est peut-être un peu une force, car bien sûr, chaque produit que nous avons lancé n'a pas été un succès en termes de chiffres absolus que nous voulions qu'il atteigne. Certains d'entre eux ont été des coups de circuit. D'autres ont été des simples et ont bien marché. Mais nous n'avons jamais eu un produit qui ne s'est pas vendu. Par conséquent, lorsque nous parlons d'échec, pour nous, un produit qui échoue est simplement celui qui n'atteint pas les chiffres que nous attendons. Nous avons donc eu des produits qui étaient rentables. Nous les avons quand même éliminés parce que nous voyons d'autres opportunités pour la marque. Nous libérons les liquidités et nous recommençons. Et nous pensons qu'il s'agit là d'une idée fausse et répandue sur le marché. Sans les gens qui vendent sur Amazon, c'est qu'ils ont peur de l'échec. Mais si vous faites les choses correctement, que vous utilisez la calculatrice Helium 10 et que vous comprenez vos frais, alors dans le pire des cas, vous allez vendre votre produit. Vous pouvez rentrer dans vos frais, peut-être faire une petite perte, mais ensuite vous libérez votre capital et vous pouvez recommencer. C'est ainsi que nous fonctionnons. Et c'était une bonne leçon à apprendre parce qu'elle nous a donné beaucoup de confiance pour lancer tout ce que nous voulons dans ce créneau. Corrigez-moi si je me trompe, mais Je crois que vous vous approvisionnez aux États-Unis pour une partie, voire une bonne partie de vos produits. oui, nous avons lancé 2 produits au cours des 6 dernières semaines. Le premier a été lancé il y a environ 6 semaines. Le second a été lancé lundi, ce qui est plutôt cool. Il s'agit de 2 produits basés sur des abonnements, tous 2 provenant des États-Unis. Nous avons commencé à voir, il y a environ 12 mois, la même chose que beaucoup de gens. Vous savez qu'il y a une concurrence chinoise accrue sur Amazon. Et nous avons toujours essayé de rester à l'avant-garde en ce qui concerne ce que nous faisons avec notre marque et tout ce qui concerne l'espace Amazon en général. Lorsque nous avons commencé à voir cela, nous avons commencé à explorer les options. Notre objectif est d'obtenir une sortie à 7 ou 8 chiffres au cours des 2 ou 3 prochaines années. La première chose à faire est donc de lancer des produits basés sur des abonnements parce qu'en termes de valeur d'entreprise et valeur de sortie, si vous avez des revenus récurrents, ce qui est souvent quelque chose dont on ne parle pas vraiment dans la sphère Amazon en général, en quelque sorte dans l'espace débutant, beaucoup de gourous Amazon diront aux débutants de ne pas s'approcher des produits qui sont basés sur des abonnements ou qui sont consommables, par exemple. Pour être honnête, nous avons pensé cela pendant un certain temps et ce n'est que l'année dernière que nous avons commencé à sortir un peu des sentiers battus, mais ces 2 produits sont vendus par abonnement, donc nous allons essayer de faire en sorte que le plus grand nombre possible de personnes s'abonnent et économisent. Mais oui, c'est le premier produit que nous achetons aux États-Unis, ce qui est formidable. Je veux dire que Tom peut se pencher sur les avantages et les inconvénients un peu plus que je ne peux le faire. Mais oui, les 2 produits ils proviennent de USO et c'est génial de pouvoir mettre un grand drapeau américain sur le listing et de le dire haut et fort. Alors comment comment avez-vous trouvé le fournisseur?
Donc, oui, nous avons fait quelques incursions aux États-Unis par le passé et ThomasNet est très populaire. On en parle beaucoup comme d'un lieu, d'une ressource. Honnêtement, nous n'avons jamais eu de succès là-bas. Par exemple, il y a eu une période où le MOQ est toujours incroyablement élevé. Et il y a eu un produit pour lequel nous avons accepté le MOQ. C'était quelque chose comme 10 ou 20 000 unités. C'était assez important. Et nous nous sommes dit, d'accord, nous allons le faire. Mais pouvez-vous simplement les reconditionner dans un autre type de mélange? Et ils nous ont répondu que non, que ce n'était pas très intéressant. Et on s'est dit, d'accord. Nous sommes donc en train de nous cogner la tête contre le mur. Alors maintenant, un site peu connu appelé Google est honnêtement la meilleure solution. Mais je ne parle pas de la première page de Google. Il faut creuser. Mettez un VPN si vous êtes comme quelque part comme nous, en Espagne. Mettez un VPN américain et descendez jusqu'aux pages 5, 6, 7, 8, entrez là-dedans. Ensuite, j'envoie beaucoup d'emails, mais la plupart des sites web que vous trouvez à ces étapes ou dans ces pages ne sont pas, vous savez, ils ne sont pas bons en matière de référencement. Ce sont généralement de vieux sites, mais vous trouvez des entreprises plus anciennes. Des entreprises plus anciennes, souvent vous trouverez un numéro de téléphone. L'une des meilleures leçons que je puisse donner, c'est de prendre le téléphone et de les appeler. Vous pouvez ainsi gagner des mois de temps. Par exemple, le gars avec qui nous avons fini par travailler a téléphoné le premier jour où je l'ai trouvé. Et nous avons fini par faire 2 produits avec lui. Nous en avons 3 autres de prévus et ils n'avaient rien à voir avec la niche dans laquelle nous nous trouvons. Il était dans, donc nous sommes dans les animaux de compagnie, il était dans les humains, il était dans l'alimentation. Je l'ai simplement appelé pour lui expliquer la vision de la marque et ce que nous essayons de faire. Il a été très enthousiaste. Il nous aide maintenant à trouver de nouveaux ingrédients. Il vient me voir pour me proposer des idées de produits. Il va maintenant créer toute une gamme de produits pour nous. C'est l'une des grandes qualités de cette ligne de communication et de cette capacité à s'expliquer qui a été déterminante. Nous nous approvisionnons toujours en Chine d'ailleurs, car nous pensons toujours que c'est une option vraiment viable, mais le fait d'avoir cette option américaine en plus présente tellement d'avantages. J'imagine donc que le simple prix de fabrication de ce produit est beaucoup moins élevé en Chine. Mais est-ce que c'est toujours plus cher, même si on tient compte des frais d'expédition moins élevés et qu'on est prêt à s'en accommoder à cause des avantages du Made in USA? Ou est-ce que c'est presque la même chose une fois qu'on tient compte des économies réalisées sur l'importation, les douanes et l'expédition pour ces produits particuliers? Ces produits particuliers, c'est à peu près la même chose pour être honnête, comme nous, parce que l'angle que nous visons avec l'art, c'est de marteler l'angle de l'origine américaine, et ils sont tout à fait naturels, les produits. Nous cherchons donc à jouer sur l'angle de la santé et de l'approvisionnement local. Cela fonctionne donc très bien. L'un des autres avantages est que le cycle de conversion des liquidités est très court. En Chine, les liquidités sont bloquées pendant 2 ou 3 mois. Il est parfois difficile d'obtenir des conditions de paiement en Chine. Il est évident qu'au bout d'un certain temps, vous pouvez les obtenir. Aux États-Unis, dès le premier appel téléphonique, les clients demandent s'ils offrent des conditions de paiement. Oui, net 30 dès le premier jour. C'est incroyable. Pour nous, cela facilite grandement la gestion des stocks. Vous pouvez également passer des commandes plus petites, plus régulièrement. Je veux dire par là que vous récupérez de l'argent pour développer votre entreprise. Vous pouvez donc presque vous pouvez même accepter des marges plus faibles parce que vous obtenez ce flux de trésorerie beaucoup plus rapidement. Cette partie de la question du flux de trésorerie est aussi la façon dont les vendeurs doivent maintenant faire plus attention aux faibles frais d'inventaire et aussi aux frais d'expédition. Les frais de placement et les choses comme ça, c'est encore très nouveau au moment où nous enregistrons ce podcast. Mais comment avez-vous été? Comment cela a-t-il affecté vos affaires? Si c'est le cas, avez-vous eu des expéditions depuis que ces nouvelles choses ont été mises en place avec les frais de placement? Et je sais qu'Amazon n'a pas facturé les frais de stock bas et les frais d'expédition. Amazon n'a pas encore facturé les frais d'inventaire. Mais avez-vous regardé ces prévisions pour voir si vous auriez été touché ce mois-ci par ces frais et quel est votre plan d'action? Certaines personnes se disent « Oh mon Dieu, c'est la fin du monde ». Mais je pense que d'autres se disent « D'accord, oui, vous savez ». Ça compense en quelque sorte avec les frais moins élevés et je peux faire ceci, cela et l'autre chose pour compenser en quelque sorte. Quel est votre plan de match? Si vous passez un peu de temps sur Twitter, vous voyez que le ciel nous tombe sur la tête et que les gens paniquent. Je veux dire que nous n'avons pas encore vu toute l'étendue de ce... Je pense que beaucoup de frais sont encore... Même pour les... Dans le jeu depuis, vous savez, 10 ans. Les gens disent qu'ils essaient encore de comprendre les frais. Honnêtement, nous aussi, nous sommes encore en train de les comprendre. L'autre chose, c'est que... Ce que nous avons toujours essayé de faire, c'est que nous sommes toujours à la recherche d'un moyen d'obtenir un avantage. Et je pense que si vous continuez à faire Amazon de la manière traditionnelle, je pense que vous pouvez toujours gagner de l'argent. Il y aura toujours une opportunité de le faire. Mais si vous voulez vraiment, vous savez, faire de grandes choses et développer des marques à 7 ou 8 chiffres, vous devez être un peu plus sophistiqué. Et je pense que honnêtement, beaucoup de dinosaures de la vieille école d'Amazon qui se plaignent de tout cela n'ont en quelque sorte pas fait un pas en avant et n'ont pas évolué.
Je ne pense pas que beaucoup d'entre eux suivent encore la voie traditionnelle des marques de distributeurs. Ce que nous essayons de faire maintenant, c'est de construire une véritable marque et pas seulement de vendre des produits sur Amazon. Nous cherchons donc à nous lancer dans la vente au détail. Nous cherchons à établir une présence sur le marché de la vente au détail. Nous cherchons à faire de la publicité externe, à travailler avec des influenceurs. Et je pense que l'une des choses clés que vous pouvez faire pour vraiment avoir un avantage concurrentiel est de stimuler la recherche de marques sur Amazon. Si vous regardez les grandes marques de compléments alimentaires de nos jours, la façon dont elles gagnent ces catégories est qu'elles ont 40 000 personnes chaque mois qui recherchent déjà leur marque, alors que tous les autres s'agitent autour des frais de placement. Et je ne dis pas que cela n'a pas d'impact sur leur activité, mais alors que tous les autres se battent pour la position organique numéro 1 et, vous savez, ces batailles PPC et tout le reste, ces gars-là sont à la tête de la recherche de marque. C'est une autre paire de manches, mais c'est en quelque sorte la direction que nous prenons avec notre marque. Et je pense que si vous voulez vraiment avoir une longévité dans le jeu, je pense que cela va devenir essentiel au fur et à mesure que vous avancez. C'est donc en quelque sorte notre approche. Vous savez, tout le monde va être confronté au même problème. Tout le monde va être confronté à la même chose. Tout le monde sera confronté à ces nouvelles taxes. Je pense que les prix vont augmenter. Ils vont augmenter sur Amazon en général. Ah ouais. Je ne sais pas si Amazon va réagir. Il y a beaucoup de bruit autour des pétitions et des plaintes adressées au PDG, etc. Il est possible qu'Amazon revienne sur ses frais, ce qui serait formidable. Mais je pense que ce qui va se passer, c'est que les consommateurs vont finir par payer des prix plus élevés parce qu'il n'y a pas vraiment d'option si vos marges sont comprimées. Mais oui, nous essayons de garder une longueur d'avance en développant la notoriété de la marque, la valeur de la marque et en faisant en sorte que les gens recherchent nos produits. Nous pouvons alors nous permettre d'avoir un prix un peu plus élevé, car si les gens nous cherchent directement, nous n'avons pas besoin d'être aussi compétitifs en termes de prix. Avant d'aborder quelques-unes de vos stratégies, vous avez un événement à venir, non pas en Espagne, mais au Royaume-Uni. C'est le 9 mai. Nous organisons un événement dans le centre de Londres. Nous avons plusieurs intervenants qui seront des experts d'Amazon, des vendeurs à 7 ou 8 chiffres, des personnes qui se sont retirées du marché. Oui, c'est une sorte de haut niveau, une sorte de mastermind. Un certain nombre de nos membres vont donc venir, puis la conférence sera ouverte au public. Il nous reste quelques billets et ensuite nous avons en fait loué une. La plupart de ces choses sont normalement comme une salle de conférence. Nous avons donc loué une boîte de nuit souterraine, ce qui est plutôt cool. Nous avons donc misé sur le lieu, sur l'ambiance, etc. Je pense qu'un événement Amazon organisé par quelqu'un qui fait des enterrements de vie de garçon pourrait être sauvage. Génial. Alors d'accord. Exactement. Ne me menacez pas de Donnez-moi des m'amuser. surprises et oui, un peu d'après-fête aussi. Bien sûr, nous avons quelques DJ professionnels dans notre mélange, ce qui est cool. Et oui, Helium 10 a en quelque sorte sponsorisé l'événement. Nous allons donc distribuer de superbes prix lors de l'événement. Donc si vous êtes au Royaume-Uni ou si vous êtes honnêtement, en fait, des gens viennent des États-Unis pour cet événement. Nous avons 3 ou 4 personnes qui ont réservé des billets d'avion. Tout le monde est donc le bienvenu. Je suppose que nous mettrons un lien ou que vous irez sur notre site web et que vous pourrez prendre un billet. Mais oui, nous sommes impatients de nous rencontrer. Vous savez, c'est ce qu'est le site web pour... plaisir d'aller voir les informations. Si vous allez sur honestfba.com ou sur YouTube, honestfba, vous nous trouverez. C'est bien, d'accord. En parlant d'événements en Europe, j'espère vous voir à notre événement local à Madrid, en Espagne, le 28 mai. Donc si quelqu'un est intéressé par le premier événement Helium 10 en Espagne, ce sera le 28 mai. Nous avons des conférenciers extraordinaires comme Léo Scovio et Alina Carey, et je serai là. Ce serait génial de voir tout le monde là-bas et de rencontrer Tom et Alex en personne. Je demande à tous les participants du podcast quel est leur outil ou fonctionnalité Helium 10 préféré et pourquoi. Je n'y pense pas tout de suite. Je l'adore. C'est quand vous cliquez, je ne sais pas comment ça s'appelle en fait. Je ne sais pas si ça a un nom, mais c'est quand tu cliques sur l'extension Chrome. Si tu tapes comme étagère à cercueil, il y a une boîte qui s'ouvre et qui vous montre tous les mots-clés associés et le volume de recherche. Je suppose que cela fait partie de X-Ray, n'est-ce pas? Oui, la recherche élargie. Mais c'est vraiment très utile pour la recherche parce que on voit tous les mots-clés liés plus larges autour du mot-clé principal, mais ensuite ça dérape. Par exemple, je me souviens d'être tombé dans un trou de lapin avec des couvertures lestées, puis des couvertures lestées pour enfants. Et puis on trouve tellement de niches en voyant une 50aine de mots-clés qui surgissent. Et je ne sais pas depuis combien de temps c'est là, mais quand nous avons commencé Helium 7, je ne pense pas que c'était là. Donc je pense que c'est non. Non, oui, ça ne fait qu'un an que c'est là. J'allais dire que pour moi, c'est probablement ma partie préférée de l'outil, c'est sûr. Ouais, pour moi, un autre, les simples sont les classiques pour une raison. Les commentaires, honnêtement, comme c'est
C'est la raison pour laquelle nous avons fait nos premiers produits personnalisés. C'était juste en se plongeant dans les commentaires et en voyant une plainte super commune qui était si facile à corriger. Et faire cela, honnêtement, comme je l'ai vu, j'ai vu l'aperçu des commentaires, vous pouvez le découvrir si facilement. Il suffit de vérifier les étoiles, le thème commun, les mots communs qui reviennent toujours. Et puis j'ai regardé ça, j'ai fait un dessin dans mon carnet, j'ai envoyé une photo à notre fournisseur. Quelques mois plus tard, nous avions ce produit personnalisé et cela a changé notre activité et l'a concrétisé. Alors oui, il faut remercier Edium 10 pour cela. Génial, génial, génial. Très bien. Maintenant, qu'en est-il de chacun d'entre vous comme votre conseil de 30 secondes de l'épisode? Alex, vous d'abord. Concentrez-vous sur l'apprentissage de compétences et devenez vraiment bon dans des compétences individuelles et vous gagnerez de l'argent. Tom, c'est à toi. Tu te lèves. Oui, il y a quelque chose qu'on voit souvent avec ce truc. On l'appelle un peu le test du jeu télévisé avec la copie. Et je pense que très souvent, quand vous lisez les textes sur les annonces des gens, si on a l'impression qu'il s'agit d'une voix off de jeu télévisé des années 80 qui lit un prix potentiel, ce n'est pas un bon texte. C'est vraiment ringard. Je pense que lorsque l'on écrit un texte, il faut le destiner à l'avatar direct, à une seule personne qui est un avatar direct. Disons que vous vendez du matériel de pêche. Vous devriez avoir raison. Pensez à Derek, la quarantaine, assis dans sa chaise longue, buvant une bière à la recherche d'une nouvelle canne à pêche. Et vous devriez l'imaginer. Vous ne devriez pas dire des choses comme « Les cannes à pêche de Tom sont parfaites pour tout le monde. Et comme n'importe qui et n'importe quoi, mais galvanisées, ruban adhésif serré, je ne pêche pas, je me perds un peu là. Mais oui, elles sont légères, donc tout le monde peut les transporter. Ouais. Génial. Et les gens disent que n'importe qui et n'importe quoi, vous pourriez le faire, mais vous devriez aller directement à cette personne, l'imaginer en train de le lire. Parce que c'est comme ça que les gens achètent, n'est-ce pas? Et c'est comme ça qu'il faut écrire, n'est-ce pas? Écrivez comme vous parlez. N'écrivez pas comme une voix off des années 80 parce que ça me tue quand je la lis. C'est peut-être moi pour être honnête, mais je pense que c'est une meilleure pratique de copywriting de penser de cette façon. Génial. Awesome. Eh bien, merci beaucoup à vous tous de nous avoir rejoints. Vous savez, amusez-vous bien lors de votre événement au Royaume-Uni. Ce sera bien de vous rencontrer en personne, en Espagne, potentiellement à la fin du mois de mai. Et nous vous verrons peut-être revenir l'année prochaine et voir si vous avez pu atteindre cette marque de 2 millions cette année ou pas, ok? Merci de nous avoir reçus. Merci de nous avoir accueillis.